Diaspora FM, le journal. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité sur la 102.3. Voici les titres. La pandémie de Covid-19 prend de l'ampleur au Bénin. Le taux de contamination augmente ces derniers jours. Face à cela, le gouvernement recommande la vaccination et le respect des gestes barrières. À suivre à cet effet les dernières déclarations du ministre de la Santé. Bertin Corvi bénéficie d'une ordonnance de non-lieu de la justice béninoise dans le dossier incitation à la haine et à la violence. Joint par Diaspora FM, Bertin Corvi a réagi suite à cette décision de la justice béninoise. Et puis sur le continent, le gouvernement ougandais va accueillir 2000 réfugiés afghans fuyant la crise dans leur pays, a déclaré la ministre des Réfugiés ce jour. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de rester avec nous pour la suite. Corneille Aïssé. Édition mise en onde par Gérard Roussa. Bertin Corvi n'a plus de soucis à se faire rechercher par la justice pour ses antécédents ou ses antérieurs propos de haine envers le président Patrice Talon. Le président de l'Alliance Iroko jouit d'une parfaite liberté depuis son retour au pays. Il a affirmé hier que l'affaire est vidée. Il est l'invité spécial de ce journal, Bertin Corvi, reçu au téléphone par Aristide Setin et Maurice Koumassa. Bonsoir, Monsieur le Président de l'Alliance Iroko, Bertin Corvi. Quelle est votre réaction face à ce non-lieu prononcé par le tribunal de Cotonou en votre faveur? Le non-lieu prononcé à mon égard par la justice béninoise me convainc de ce que la justice béninoise ne cherche pas à arrêter le citoyen, à le priver de liberté, mais la justice béninoise cherche en réalité à protéger le citoyen contre lui-même s'il est en erreur, mais à protéger la société contre lui s'il est un danger pour la société. Et je reste convaincu, et la preuve par 9 est mon propre cas, que quand vous pouvez justifier certains propos que vous avez tenus, qui peuvent être équivoques, le juge est aussi un être humain qui écoute, qui analyse et en son âme et conscience prend sa décision. J'ai été écouté par 3 fois par la justice béninoise et voilà, mettant les uns après les autres mes audios, j'en ai fait au moins 3000, le juge a estimé qu'il n'y avait pas matière à me mettre en prison parce que on aurait dit que j'incitais à la violence. Je crois que personne n'a plus appelé à la paix et à l'apaisement plus que moi, Bertin Corvi. Donc certainement que tout ceci a joué dans la décision du juge. Et puis, l'organisme qui m'accusait d'appeler à la violence et à la haine n'a jamais produit un début de preuve dans sa dénonciation à la justice. Voilà, je suis tranquille, je suis heureux et je félicite la justice béninoise pour son travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dites-nous les impacts de ces 2 décisions de Malabo et de Cotonou, bien entendu, sur votre vie politique et sociale. Vous me demandez l'impact de ces 2 décisions. Celle de Malabo et de Cotonou sur ma vie politique. Ma vie politique, l'histoire se chargera de ce qu'elle sera, parce que si la vie politique pour vous, c'est être nommé ou bien être président, être ministre, être député, je ne vois pas la politique ainsi. Même prendre parole sur votre radio est déjà fait de la politique. Je donne mon avis, je parle au peuple. Je voudrais ici, puisque vous voulez que je parle politique, appeler le peuple béninois à préserver l'essentiel, la paix. Nous n'avons pas de pays. Les Ivoiriens sont devenus fous, ont engendré 3000 morts. À la fin, Gbagbo est innocent, Ouattara est innocent. Alors qui a tué les 3000 morts? Vous savez, l'extrémisme peut tuer, et tue d'ailleurs. J'appelle tout le monde au calme, et si quelqu'un est innocent, les juges vont démêler la bonne graine de l'ivraie. C'est moi, Corvi. Après tout ce que j'ai vécu, après que la Guinée équatoriale m'ait blanchi, libéré, faute de preuves, après que la justice béninoise aussi ait prononcé un non-lieu, parce que la situation, en fait, n'était pas réellement claire,
ceux qui sont innocents parmi la multitude arrêtés seront libérés et ceux qui ne le sont pas seront peut-être condamnés par la justice. Mais cette situation me redonne encore confiance en notre justice. Et j'appelle les Béninois à faire confiance en leur justice. Je profite de l'occasion pour saluer vos auditeurs et leur dire que chacun invite son fils à la tempérance et à comprendre que la République est plus forte que nous tous et que si nous attaquons la République, elle n'aura pas le choix que de se défendre à notre dépens. Merci. Monsieur Bertin Corvi, merci. Santé à présent, à la date d'aujourd'hui, le Bénin a enregistré plus de 10 000 cas confirmés du coronavirus. Une augmentation du taux de contamination qui inquiète le gouvernement. Le ministre de la Santé était l'invité du journal le 20h dimanche dernier sur la télévision nationale Benjamin Oupati. Après un résumé, a appelé les citoyens à aller se faire vacciner. On l'écoute. La situation, effectivement, est assez préoccupante. Nous avons constaté depuis quelques semaines qu'il a commencé à avoir une augmentation du nombre de cas. Une centaine de cas par semaine. Il y a à peine 2 mois, nous sommes passés là actuellement à plus d'1 millier de cas. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 000 cas déjà. Au niveau des centres de prise en charge, j'étais à Alada hier et cette journée, la situation est assez tendue parce que le nombre de cas graves augmente d'heure en heure. Des sujets jeunes, a priori sans antécédent. La quasi-totalité des cas graves que nous enregistrons sur les sites de prise en charge sont des sujets non vaccinés. J'ai pu échanger avec ceux qui pouvaient échanger avec moi et qui étaient dans un état un peu plus amélioré et qui ont regretté amèrement de n'avoir pas pu poser ce geste-là de la vaccination. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est ce qui les a entraînés là. C'est à la limite une aberration. Vous savez, nous avons vacciné tous nos enfants, tous, autant que nous sommes vaccinés nos enfants, avec plusieurs antigènes à répéter selon des calendriers. Nous nous sommes vaccinés nous-mêmes, avec plusieurs antigènes. Quand nous voulons voyager, la fièvre jaune, la méningite et autres, nous le faisons. Et brutalement, avec l'éclosion des réseaux sociaux, nous assistons à une infodémie. Chacun se lève pour créer son information. Tout le monde devient intellectuel, scientifique, et crée sa propre information. Dénature totalement ce qui se passe. Et de fait, devient coupable de meurtre. Parce que cette infodémie qui est créée, c'est ça qui entraîne ceux qui sont à l'ADA. C'est ça qui les a entraînés là. La semaine passée, j'ai reçu une information d'un collègue ministre qui m'a dit un monsieur est décédé, vacciné à l'ADA. Nous avons pris le nom, nous avons construit la base des vaccinés. Il n'était pas vacciné. Heureusement, son épouse a démenti pour dire il n'était pas vacciné. Et c'est ça le drame. Les vaccinosceptiques créent chaque jour, utilisent chaque élément pour empoisonner l'atmosphère, pour faire résister de plus en plus ceux qui ont tendance à vouloir se faire vacciner. Et c'est triste, c'est malheureux, parce que ça entraîne des décès. Le prix à payer, c'est la mort lorsqu'on ne sont pas vaccinés. Tous ceux qui sont vaccinés, même s'ils arrivent à faire la maladie à un moment donné, ils ne font pas de forme grave. Voici mon téléphone. Oui. Je me suis vacciné ici, ça a été vu devant les écrans. Est-ce que ça s'est collé? Est-ce que c'est magnétisé? Il y a tellement d'éléments erronés, d'éléments qui sont divulgués, excusez-moi du peu, pour une visée de nuisance à la limite. Parce qu'on peut comprendre qu'on puisse, en ayant conscience qu'en partageant cette information, on amène ses compatriotes à ne pas se vacciner et à courir tout droit vers la mort, qu'on puisse continuer cette œuvre-là, y compris parfois au niveau des agents de santé. C'est là le drame. Nous avons un tiers des agents qui se sont fait vacciner. Aujourd'hui, nous avons des agents de santé qui sont à Alada, en détresse respiratoire, au lieu d'être au chevet des malades. L'État a investi aujourd'hui pour mettre à disposition de la population des agents de santé, mais si on les met à disposition et qu'ils soient vaccinés et qu'ils se retrouvent en détresse à Alada, ou bien meurent, alors qui va nous soigner? Il paraît que dans 2 ans, nous allons mourir. Voilà. Nous sommes là, nous sommes en train de suivre ça de près. Vous savez, hier, ça fait longtemps que je n'ai plus mis la main à la pâte. Hier nuit, malheureusement, j'étais à la Dakar. Une jeune dame de 34 ans, enceinte de moins de 6 mois, un peu moins de 6 mois, 5 mois et demi, est décédée devant moi. Chère population, vous savez, le chef de l'État s'est vacciné. Je me suis vacciné. Le chef de l'État s'est vacciné. Nous sommes en très bonne santé. Nous pouvons faire la Covid, mais sans en mourir, sans développer de formes graves. Que cela soit juste, cette image qui reste à l'esprit, et que chacun puisse prendre son bâton de pèlerin pour passer voir les sceptiques, pour leur parler. Surtout ceux qui sont sortis d'Alada, ceux qui sont guéris de cette maladie, qu'ils puissent en parler pour dire ce qu'ils ont vécu, pour amener les autres à se vacciner. C'est le prix pour que nous puissions sortir de cette maladie, parce que ça coûte énormément. Vous savez, M. Aboulaye, à Alada, nous consommons en une journée la quantité d'oxygène que nous consommons habituellement pour des mois, en une seule journée, gratuitement. C'est l'État qui met de l'argent en contribution, mais cet investissement pouvait être utilisé pour faire autre chose, pour rénover les structures sanitaires, pour construire d'autres structures sanitaires, pour appuyer le volet social qui est si cher
au chef de l'État. Je voudrais lancer un appel à toute la population béninoise âgée de plus de 18 ans de sortir massivement pour se faire vacciner, mais également continuer à respecter strictement les gestes barrières. Je le réitère, je le répète, la vaccination réduit le risque de contamination, mais ne l'annule pas. Mais ça réduit quasiment totalement le risque de développer des formes graves. Situation un peu critique donc au Bénin par rapport à la COVID-19. Le gouvernement recommande la vaccination, mais également le respect des gestes barrières. Pourtant, sur le terrain, on constate un relâchement dans le respect de ces gestes. C'est le cas ici à Abomey-Calavi. Laura Kangambé pour le reportage. Dans le but de contenir la crise sanitaire relative au coronavirus, le gouvernement béninois a pris une série de dispositions. Entre autres mesures de lutte contre la propagation de la COVID-19, les gestes barrières obligatoires rappelés à longueur de journée sur les médias et différents canaux de communication sur tout le territoire national. Mais après quelques mois d'application des mesures et barrières pour lutter contre la COVID-19 au Bénin, on observe un relâchement dans certaines villes. C'est le cas de la commune d'Abomey-Calavi. On est fatigué de pratiquer les mêmes mesures. En fait, oui, moi-même, ça m'arrive parfois d'oublier le masque. Pour être franc avec vous, parfois on le porte pour éviter d'être arrêté. Pour certains citoyens rencontrés, les gestes barrières sont difficiles à respecter. C'est une période un peu compliquée pour tout le monde. Le port du masque, les gestes barrières et puis laver les mains à chaque fois, c'est pas dans nos habitudes. Donc il arrive des fois qu'avant de sortir de la maison, on oublie le masque, on est obligé de prendre ça au bord de la... C'est un peu compliqué, j'arrive pas à respecter ça tous les jours. Différents arguments justifient ce non-respect des gestes barrières. Au marché d'Akasato, certaines vendeuses se disent fatiguées du port des masques. Moi ici, je ne crois pas que la maladie existe. Ils ont dit que les gens sont morts, mais je vais voir ceux qui sont décédés avant de croire. Personne n'est mort dans mon entourage. Je suis fatiguée du port de masque. Je l'ai mis depuis le matin, mais tout mon visage me brûle et ça me gratte. J'ai dû l'enlever. Pendant ce temps, d'autres s'y conforment. Nous les hymnes, respectons les consignes données par le gouvernement, plus que tout le monde. Tu vois n'importe quel zim, il a le masque sur son visage. On le dit à tous les clients qu'on veut prendre. Si un client ne met pas son masque, on ne le... Je suis venu en vacances, ça fait à peine une semaine, mais je constate que c'est bien géré à Cotonou, précisément au Bénin. Donc je peux dire que je félicite le ministre de la Santé de ce qu'il a mis en place à l'aéroport de Cotonou, à notre arrivée et puis au départ. Une note positive tout de même dans les administrations publiques et structures privées où toutes les dispositions prises pour protéger les citoyens sont résolument respectées. Au marché d'Akasato, bon nombre de vendeuses sont devenues ambulantes depuis la dernière opération de déguerpissement dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans le même temps, le marché de Niné, situé à quelques encablures de là, n'est toujours pas ouvert. Une équipe de Diaspora FM est allée faire le tour de ces deux structures marchandes. Frédéric Espoir Mambo pour le reportage. Comme leur père des autres marchés, situés aux abords des voies importantes du Bénin, les vendeuses du marché d'Akasato subissent des casses pour les contraindre à ne plus s'exposer aux dangers de la circulation. Dame Silikatou Yessoufou est vendeuse au marché d'Akasato. Elle raconte. Sans rien dire, ils ont commencé par casser les auvents, tout. Bon, on ne comprend rien. On nous dit de nous reculer derrière, de rester dans notre boutique. Maintenant, il y a des vendeuses ambulantes qui se promènent sur la tête un peu partout. On leur dit d'aller dans le marché. Bon, d'autres disent qu'elles sont parties, mais il n'y a plus la place dans le marché là-bas. Une situation qui aurait occasionné la mévente et même la faillite, selon certaines vendeuses. Ça nous fatigue, on ne sent plus. Les gens, surtout le jour, ils ont commencé par casser là. Sincèrement, tous nos clientes qui veulent acheter, c'est qu'ils sont partis. Casser nos choses, jeter tout là, pourtant c'est l'argent qu'on a pris pour faire ça. On est en faillite trop. Avant hier, les fromages de ma maman, là, plus de centaines de milliers, ils ont tout cassé. Malgré cette épreuve, elles restent conscientes du fait que ce qui leur arrive n'est que fruit de leur propre désobéissance. Sans mentir, on n'écoute pas. Chaque fois, nous nous installons sur la voie. Quand les gens vont à l'église, à leur retour, pour partir, c'est des problèmes. Pour aller à l'église, c'est des problèmes. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à nous avertir. Ils sont venus ici à peu près, ça fait 2 ans que j'ai vu, ils ont commencé leur casse là. Ils renvoient les gens et
on n'écoute pas. Là où on va nous renvoyer, on va revenir encore à la même place. Donc c'est ce qui veut dire qu'on a les oreilles dures. Pour la présidente du marché, l'exiguïté de l'espace pourrait expliquer le fait que les femmes se retrouvent souvent sur les voies. Pascaline Wada, présidente du marché d'Akasato. Nous manquons d'espace. La voie qui mène au marché n'est pas en bon état. Si elle l'était, nous pourrions toutes rester dans le marché. En ce moment-là, les clients peuvent venir à moto ou en voiture dans le marché pour faire leur achat. Lorsque nous restons au bord du goudron, nous vendons plus vite. C'est pourquoi nous nous sommes installés là. Voilà qui vient rappeler aux autorités de la commune d'Abomey-Calavi de vite mettre en œuvre le marché de Niéné. Un marché situé juste à quelques dizaines de mètres du marché d'Akasato. On reste dans la commune d'Abomey-Calavi. La voie Carrefour-Pota-Kokokodji n'a pas encore été officiellement livrée, mais déjà des cas d'accident. Sur ce axe s'enchaîne la cause principale, l'excès de vitesse, suivant le reportage de Aimé-Juste Desfodji. Damas Kakbo, enseignant de Kari, aux environs de 18h, quand hier, comme de coutume, rentrait chez lui après le boulot, aux environs de 18h, quand un taxi-moto roulant à vive allure est entré en collision avec lui au niveau du carrefour à Itchédji. En tournant, il y a un semi-zaman qui roulait sans contrôle. Il est venu me coller, me casser mes plastiques et puis même mon femme. Un cas d'accident parmi la pléthore enregistré au quotidien sur ce tronçon Calavi-Pota-Kokokodji qui bénéficie encore des travaux de finition. Triste réalité qui a pour origine l'essai de vitesse pratiqué par les usagers. Il y a tellement d'essais de vitesse tous les jours et toutes les heures. Et ça crée même des accidents. Et il y a des morts. Et dans la soirée où il y a de l'embouteillage, où les gens devaient normalement conduire avec l'intelligence et aller avec la bonne vitesse, certains filent parce qu'ils sont très pressés pour rentrer chez eux à domicile. Confrontés aux conséquences de l'excès de vitesse, les riverains de ce tronçon Calavi-Pota-Kokokodji invitent à une prise de conscience. C'est vrai, les routes sont bonnes, il faut circuler sans souci, mais il faudra qu'on maîtrise la vitesse. Lorsqu'il y a excès de vitesse, ça nous conduit toujours à des accidents. Il faut que la population aussi prenne conscience et de rouler doucement. Excès de vitesse n'est pas une bonne éducation. Les usagers de rouler doucement, il faut qu'ils roulent dans les normes. La prudence est mère de sûreté et rien ne vaut la vie humaine. Les automobilistes et motocyclistes doivent donc respecter le code de la route en évitant l'excès de vitesse qui reste une infraction punie par la loi en République du Bénin. Avant de retrouver l'actualité hors du Bénin, la Fondation écuménique pour la paix en Afrique, FOPA, a organisé le week-end écoulé à Parakou et à Tiaourou des journées d'action de grâce et de prière pour la réconciliation et la promotion de la paix. Voici le reportage de Carole Olaye. La réconciliation à travers un dialogue franc en vue d'un pardon mutuel a réuni jeunes, chefs religieux, têtes couronnées, autorités politico-administratives et les membres de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA, à Parakou. Une journée de prière et d'action de grâce qui fait suite aux violences qui ont émaillé les dernières joutes électorales au Bénin. À l'endroit des populations du Bénin en général, celles de la ville de Parakou et plus particulièrement les rois, nous vous disons merci pour votre veille permanente avant, pendant et après les élections. Ainsi, vous invitons à l'union, à l'unicité et au respect mutuel. Et enfin, vous demandons de prôner la paix par la fraternité islamo-judéo-chrétienne traditionnelle et politique autour de vous et avec les autres par le dialogue. Du nord au sud, nous sommes tous les enfants d'un même Bénin, unissons-nous. Partageant ce credo de la FOPA, Inoussa Tchabi Zime, maire de la ville de Parakou, est reconnaissant pour le choix porté sur sa commune pour abriter cette initiative. Il invite donc le peuple béninois à la culture de la paix. S'il est vrai que le Bénin est un pays de paix, il n'en demeure pas moins que cette paix mérite d'être sauvegardée. C'est alors avec plaisir que tout en vous remerciant pour l'étape de Parakou, je vous encourage à promouvoir la paix dans toutes les régions du Bénin. Après Parakou, la délégation de la Fondation écuménique pour la paix en Afrique a mis le cap sur Tiaourou, la ville la plus touchée par les heurts. Devant
sages, têtes couronnées, fils et filles de la commune, Gilbert Daké Djokès, président de la FOPA, va rappeler l'importance de la tolérance et du vivre ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les fils de Tchaourou, qui pensent que jamais à jamais, ils ne pourront plus rester ensemble pour même déjeuner et prendre même un petit verre ensemble. Comment nous allons faire pour que cette union-là reprenne? C'est dans cette optique que nous sommes là. Créée en 1991, la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique est une institution panafricaine de droit commun qui travaille à unifier toutes les religions du monde autour de l'idéal universel qu'est la paix. Les nouvelles africaines et internationales. Une attaque d'hommes armés venus à moto a eu lieu lundi 16 août dans le village de Daregaï, dans la région nigérienne de Tillabéri. Plus de 37 victimes civiles sont à déplorer, dont 4 femmes et 13 mineurs. Un événement qui n'est pas isolé dans cette région où les djihadistes sont connus de sérieux revers ces derniers jours. Au moins 10 000 Camerounais ont fui depuis mercredi l'extrême nord du pays en proie de violences intercommunautaires et ont trouvé refuge au Tchad voisin où les besoins humanitaires sont pressants, a indiqué dimanche l'ONU à l'AFP. Depuis mardi, des affrontements pêcheurs et bergers à l'extrême nord du Cameroun dans l'arrondissement de Longoné-Birné, près de la frontière avec le Tchad, ont fait au moins 12 morts et 48 blessés selon un bilan annoncé jeudi par les autorités camerounaises. Depuis, les violences se sont poursuivies sans que les autorités ne communiquent un quelconque bilan. 2000 réfugiés afghans fuyant la crise dans leur pays seront accueillis par l'Ouganda. C'est la ministre des réfugiés Esther Aniakou qui a soufflé la nouvelle à BBC, précisant que c'est une demande des États-Unis à laquelle le président Yoweri Museveni a consenti. L'Afghanistan est depuis dimanche tombé aux mains des talibans qui ont pris le contrôle du pays après 6 jours de combat entre les forces régulières et les groupes rebelles. La chute de Kaboul après une dernière offensive des talibans a assuré leur victoire définitive. Et restons sur cette actualité pour dire, et bien sûr, que nous ne voulons aucun ennemi intérieur ou extérieur, a déclaré ce mardi 17 août Zawala Moudjahid lors de la première conférence de presse des talibans qui ont pris le contrôle dimanche de l'Afghanistan. Le principal porte-parole a assuré souhaiter entretenir des relations pacifiques avec les autres pays et respecter les droits des femmes dans le cadre de la charia, la loi islamique. Les talibans forment l'émirat islamique d'Afghanistan depuis 2021 et aussi pendant une période entre 1996 et 2001 sont un mouvement fondamentiste islamiste armé œuvrant en Afghanistan et au Pakistan depuis octobre 1994. Il y a 25 ans, ils ont pris le pouvoir avant d'être chassés 5 ans plus tard avec l'aide des Occidentaux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Gérard Ronsa a assuré la mise en onde de cette édition. David Azonsou, présentation Corneille Aïssé. Bonsoir chez vous, à demain.